Comment, et alors j'aurais pu rajouter évidemment pourquoi hein, le football est devenu un sport planétaire. Alors, en introduction, j'ai mis deux images. En haut, donc derrière moi, le franc-comtois le plus célèbre du monde, Jules Rimet. Enfin, il n'y a pas beaucoup de franc-comtois qui sont forcément très célèbres, mais en tout cas celui-là est célèbre. Il est né en Haute-Saône. Il a été président de la FIFA entre 1921 et 1954. Et qui contemple, au soir de sa vie, le nouveau drapeau, le dessin du nouveau drapeau de la FIFA, et qui représente quoi? Évidemment, deux hémisphères. Ce qui semble vouloir dire évidemment que le football association, hein, je tiens au terme, a conquis le monde. Et de fait, dans les années 50, eh bien, c'est le moment évidemment de la décolonisation. Les fédérations britanniques sont définitivement rentrées dans la FIFA, l'URSS en fait même partie, et donc le football association a le vent en poupe. Mais le football association, ce n'est qu'un des footballs, comme l'a rappelé Sébastien. Hein, le rugby est aussi et d'abord un football. Quand vous regardez les comptes rendus de matchs de rugby avant 14, une des grandes phases, c'est le dribbling. Hein, pousse le ballon hein, avec le pied. Et puis vous avez le football australien, vous avez le football américain, etc., etc. Eh bien, si on compare la géographie du football à celle du rugby, eh bien celle du rugby, c'est avant tout une sorte d'archipel qui dépend de quoi? Eh bien, des anciens dominions britanniques, de l'impérialisme informel britannique, un pays comme l'Argentine, hein, qui a été longtemps sous la domination anglaise, et puis aussi de certaines aires d'influence latine pour la France, hein, il y a la Roumanie évidemment qu'on connaît bien, ou encore l'Italie. Donc qu'est-ce qui peut évidemment expliquer cette différence? Le succès du football association, qui est très précoce, est d'abord finalement une sorte de succès de l'hégémonie culturelle anglaise. Et puis ensuite, on envisagera, au travers de multiples exemples, l'une des raisons aussi pour lesquelles le football devient un sport planétaire, d'abord parce que finalement c'est le sport qui va permettre d'illustrer, d'incarner les identités, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, avec notamment cette invention souvent journalistique, mais qu'on trouve très tôt, vous verrez des exemples tout à fait saisissants, de la question du style national. Et puis enfin, on envisagera le football mondial comme un marché qui a été développé évidemment par la FIFA, avec la Coupe du Monde, mais aussi autour eh bien, d'industries qui progressivement se sont développées et ont donné aujourd'hui les marques globales comme Adidas ou Puma ou Nike. Première partie, donc la première mondialisation du football, le football ou l'englobalisation. Alors, ce terme-là, il a notamment été développé dans ce livre d'un historien britannique, Niall Ferguson, hein, et qui justement envisage la mondialisation, ou cette première mondialisation, d'abord comme le fait des Britanniques. Malgré tout, pendant cette période, fin 19e, eh bien, le succès du football a évidemment fort à voir avec le prestige du Royaume-Uni et l'image de virilité qui est attachée à l'homme britannique ou à l'homme anglo-saxon. Pourquoi ça marche? Parce que c'est un sport viril, mais pas trop. Hein. C'est un bon moyen terme. Alors, je citerai tout d'abord le moment où il faut évidemment fixer des règles. Alors voilà ce que dit Francis Maud Campbell, qui est le trésorier et qui est le représentant du club de Blackheath, le plus ancien club de rugby du monde. Alors, il parle du hacking, le fait de pouvoir donner un bon coup dans le tibia de l'autre, qui pour lui est fondamental. Hein. Le hacking est l'essence du jeu, dit-il, viril du football. L'abolir signifierait renoncer au courage et au cran. Alors, la preuve, ceux qui le supprimeraient pourraient alors faire venir un groupe de Français, pas une groupe, qui les battrait après une semaine d'entraînement. Les Français étant évidemment l'antithèse de la virilité.